Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité, Cameroun-Burkina Faso, regard sur l'Afrique au Palais de l'Unité. Le chef de l'État Paul Biya a reçu ce lundi Thierry Hott, conseiller spécial du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Sécurité, santé et bonne gouvernance au menu des échanges. Ouverture du 20h30 au Palais de l'Unité avec notre correspondant permanent Yves Magmedzo. À la banque, l'avenir en noir pour les chèques en blanc. La surveillance des paiements et crédits sous le contrôle d'une plateforme informatique et automatique. Instrument présenté ce jour à Yaoundé par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Description de l'enfer des mauvais payeurs dans ce journal. Mbalmayo, la beauté de la ville cruelle. Arrosée par le fleuve Nyon et bâtie au pied d'un rocher, l'ancienne cité coloniale donne le vertige d'amour aux visiteurs et passants. Exhibition des sites touristiques, histoire et saveurs pimentées du Kanga de Mbalmayo au menu de cette édition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République a reçu en audience ce mardi au Palais de l'Unité Thierry Hott, le conseiller spécial du chef d'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. L'émissaire du président du Burkina Faso était porteur d'un pli fermé. Paul Biya et son hôte ont échangé sur les questions de santé, sécurité et bonne gouvernance. Yves Magmedzo. Thierry Hott est un Camerounais de naissance qui, après avoir longtemps exercé dans divers médias internationaux, dont la BBC, la British Broadcasting Corporation, officie désormais comme conseiller spécial du président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Au cours de ces dernières années, il a été régulièrement mis en mission par le président burkinabé auprès de son homologue camerounais Paul Biya. Et c'est encore le cas ce mardi 25 août 2020. Thierry Hott, conseiller spécial du président Roch-Marc Kaboré. Avec le chef de l'État camerounais, l'envoyé spécial du président burkinabé va échanger pendant près d'une heure. Une heure pour remettre au président Biya le pli fermé dont il est porteur. Une heure à passer en revue diverses questions d'intérêt partagé. La fréquence de ces visites traduit l'excellence et la solidité des relations entre le Burkina Faso et le Cameroun. Je suis porteur d'un message du président Roch-Marc Christian Kaboré que j'ai transmis à son homologue, le président Paul Biya. Nous avons évoqué des questions d'intérêt commun, notamment des questions liées à la sécurité, à la gouvernance et aussi à la gestion de la Covid sur le continent. C'est donc naturellement avec la satisfaction d'avoir accompli sa mission, avec la satisfaction aussi d'avoir pu s'abreuver à la source féconde de ce sage d'Afrique, que le compatriote, envoyé spécial du président Kaboré, va quitter le Palais de l'Unité. Douala a besoin de 240 km de drains pour faire face aux inondations. Affirmation du maire de la ville, Roger Victor Mbassandine, au sortir d'une réunion ce mardi avec le ministre de l'administration territoriale. Paul Tangandji a aussitôt après distribué le don du couple présidentiel à plus de 500 sinistrés suite aux inondations du week-end dernier. Augustin Guizana, envoyé spécial à Douala. Au cours de cette réunion d'évaluation élargie aux autorités locales et au terme des descentes dans certains quartiers de Douala où près de 4000 familles ont subi la furie des eaux, le ministre de l'administration territoriale a pu se rendre compte de l'ampleur du risque d'inondation. Les changements climatiques et l'incivisme des populations sont retenus dans toutes les prises de parole. Construction anarchique dans les zones marécageuses ainsi que l'incivisme des citoyens sont l'une des causes des inondations observées dans notre cité. Par la suite, le ministre de l'administration territoriale a procédé à la distribution du matériel de couchage et des denrées alimentaires aux sinistrés qui se sont sentis réconfortés. L'une des recommandations des instances internationales après chaque catastrophe, c'est les premiers secours aux populations. Je n'attendais pas ça. Mais si j'ai reçu ce que j'ai pu recevoir, ça me réconforte.
À chaque étape, les populations ont été informées du danger permanent et des mesures qui seront prises à court, à moyen et à long terme. Parmi celles-ci figure une étude visant à limiter la sortie du fleuve Vouri de son lit, l'extension du drainage sur 240 km, le curage des caniveaux et le déguerpissement des zones à risque de la ville de Douala. Et nous restons dans le littoral pour indiquer que le Cameroun veut accroître sa capacité de production des médicaments génériques, d'où l'évaluation des unités de fabrication des produits pharmaceutiques de la ville de Douala par Gabriel Dodo Ndoké. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est en visite dans la capitale économique. Léon Bertrand en est faux. Les ambitions sont grandes, mais la réalité encore modeste. Dans les faits et les chiffres, l'industrie pharmaceutique camerounaise, quoiqu'encore embryonnaire, peine déjà à avaler la pilule amère de son environnement économique. En l'an 2000, par exemple, la production pharmaceutique vendue dans le pays a été évaluée à 2 milliards de francs CFA sur un total de 100 milliards de francs CFA de dépenses en médicaments la même année. Il faut un minimum de protection. Il faut intensifier la lutte contre les faux médicaments. Des difficultés bien enregistrées par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique au cours de cette visite à Douala. Aussi, la problématique est déjà au cœur de l'action gouvernementale. Ces unités industrielles de production pharmaceutique que nous avons visitées aujourd'hui nous rassurent quant à la capacité de notre pays à assurer un minimum d'autonomie. Actuellement, sur la liste des médicaments essentiels, comprenant plus de 420 références, seule une soixantaine est fabriquée et vendue sur le territoire camerounais. Le Comité national économique et financier met sur pied une plateforme informatique pour contrer la filouterie bancaire et les fausses télédéclarations. Le dispositif a été présenté ce jour à Yaoundé par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Lucrèce Mebenga. Habitué des chèques sans provision et de toute autre forme de filouterie bancaire, gare à vous. Plus qu'hier, un clic suffira désormais à un gestionnaire pour vous démasquer. C'est l'innovation qu'apporte la plateforme informatique et automatique du Comité national économique et financier à travers ses composantes. Lorsque vous commettez un incident de paiement avec la CIP, l'assujetti va procéder à une télédéclaration. Il va dire « Madame est frappée d'interdiction bancaire ». Et cette information, contrairement au système manuel, sera partagée par tout le système bancaire. Ça veut dire que vous êtes fiché. Vous êtes dans une relation d'affaires avec quelqu'un, la personne vous fait un chèque. Avec notre système, vous avez la possibilité d'aller chez votre banquier pour vérifier la régularité du moyen de paiement avant de vous engager dans la relation. L'impossibilité de bénéficier à nouveau de crédit, le retrait du chéquier sont quelques-unes des sanctions encourues. La bonne nouvelle étant que la plateforme est mise à jour et que le client débiteur défaillant peut à nouveau être crédible au terme d'une procédure avec à la clé le remboursement de ses créances. La deuxième édition de la Semaine de l'innovation a réuni 15 startups ici à Yaoundé à l'assaut du prix du meilleur projet de l'année 2020. Lancé par la ministre des Postes et Télécommunications, cette initiative veut encourager l'innovation au service des secteurs comme la médecine, l'agriculture ou même l'éducation. Laurence Okalia. 15 idées innovatrices flottent dans cette salle. 15 groupes de génies sont devenus des 10 régions du Cameroun pour arracher le titre du meilleur projet de l'année. Le ministère des Postes et Télécommunications a caressé tous les domaines de la vie courante. La santé, mise sur le Covid-19. L'agriculture souhaite cultiver un esprit numérique. L'éducation veut être à la ligne de la technologie. SOS Covid, c'est une application permettant d'évaluer les symptômes à travers le diagnostic, d'éduquer, d'informer la population. FAMWatch, c'est un kit électronique qui permet de protéger nos plantations de la destruction par les animaux. Ils ont 3 jours pour maturer leur projet aux côtés d'experts afin de mieux le présenter devant le jury dans quelques jours et remporter le titre du meilleur projet innovateur de l'année 2020. Et bien que le meilleur gagne.
Le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Cameroun a été reçu en audience cette mi-journée par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges entre Corone-Afrique et Kavaye Djibril ont porté sur des sujets d'intérêt commun. Le compte rendu de Clarisse Tang. Arrivé au Cameroun il y a près d'un mois, l'ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence Corone-Afrique, a entamé une série de visites de courtoisie rendues aux hautes autorités de notre pays. Au terme d'une trentaine de minutes d'entretien avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale, l'hôte du très honorable Kavaye Djibril a indiqué sa ferme volonté de contribuer à la densification des relations entre le Cameroun et l'Allemagne. Avec le très honorable Kavaye Djibril, la diplomatie parlementaire a pris toute sa place. Il y avait une délégation parlementaire au Cameroun l'année dernière. Je suis convaincue que ces échanges entre les deux parlements sont très importants dans notre coopération. 3 secteurs prioritaires figurent au centre des relations germano-camerounaises: la gestion durable des ressources naturelles, la décentralisation et le développement économique et social. Une maison consacrée aux écrivains sera bientôt construite à Yaoundé. Ce projet a fait l'objet d'une discussion ce mardi même au ministère des Arts et de la Culture. C'était entre le ministre Bidong Pat et l'écrivaine de renommée internationale Calixte Beyala, que vous voyez dans les images. La romancière affirme que cette initiative, qui a eu l'onction du chef de l'État, sera un haut lieu de rencontre entre les hommes et femmes de lettres. Nous y reviendrons. Audience solennelle de prestation de serment au tribunal militaire de Yaoundé. Les 9 magistrats militaires nommés le 7 août dernier par le président de la République sont invités à faire preuve de compétence. Compte rendu, Nicole Doudou. Rituel judiciaire, empreint de solennité et d'engagement devant Dieu, la loi et les hommes. Les 9 magistrats militaires promus par décret présidentiel du 7 août 2020 et affectés dans les juridictions de la République peuvent désormais exercer dans les parquets des tribunaux militaires. Le rôle, c'est aider le commissaire de gouvernement, aider les chefs de parquet à organiser les poursuites devant les juridictions. Tradition consacrée et étroitement liée à l'instruction judiciaire, l'audience de prestation de serment des magistrats militaires est un moment de leçon. La présidente du tribunal militaire de Yaoundé, Madame Abega Mbezoa, a donné des orientations aux jeunes magistrats sur l'éthique professionnelle et sur la gestion quotidienne des dossiers. Il s'agit d'un engagement solennel, n'est-ce pas, et personnel de servir loyalement les institutions à l'instar de la justice. Le commissaire du gouvernement a dans ses réquisitions mis un point d'honneur sur le jugement des civils devant les tribunaux militaires au Cameroun avec l'actualité de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un Camerounais de 26 ans acquitté par la justice équato-guinéenne et remis aux autorités d'Ebolova. C'était hier lundi à Ibébéine, en Guinée équatoriale. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngele, a fait le déplacement pour ramener Fan Ndane Gires. D'autres précisions avec Berthe Mbala de CRTV Sud. Geste simple mais lourd de symboles. Gires Fanedane passe des mains des autorités équato-guinéennes à celles du gouverneur de la région du Sud. Au palais des congrès des Bébéines, c'est l'épilogue d'une longue et rocambolesque histoire. Il était impliqué avec une mauvaise personne qui était cherchée pour la justice de la Guinée. C'était le problème. Acquitté après 1 an de détention, le jeune Camerounais de 26 ans retrouve la liberté au grand bonheur de la communauté camerounaise à Ibébéine. Nous sommes dans la joie parce que là maintenant notre frère a été acquitté. Le gouverneur du Sud ramène alors son compatriote au Cameroun tout en saluant la courtoisie et le sentiment amical qui ont entouré cette opération. Je perçois cette cérémonie comme la volonté de mon homologue de mettre beaucoup d'emphase sur la qualité des rapports entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Après quelques autres formalités au Cameroun, le jeune homme retrouvera sa liberté et ses activités. Un happy end qui sonne comme une symphonie de plus à l'hymne de la collaboration, de la coopération et du bon voisinage, repris chaque jour par les autorités locales de la province du Nkintem en Guinée équatoriale et de la région du Sud au Cameroun.
coup d'œil sur le bilan de 3 années d'activité du projet de développement de l'élevage. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales présidait ce mardi un comité de pilotage du Prodel ici à Yaoundé. Sur ce bilan, je vous propose une attitude du ministre Taïga, captée par Franck Evina. On reviendra certainement sur cette réaction du ministre Taïga. Pour le moment, parlons de la Camwater qui veut éviter des inondations en cette période de crue au marché de charbon ici à Yaoundé. C'est l'objectif de la descente sur le terrain d'une équipe conduite par Joseph-Marie Bienvenu et Yafa. C'est le directeur régional de cette entreprise pour le centre. Le point des travaux dans ce reportage de Ariel Olivia Moboué. Les populations du lieu dit marché de charbon, situé entre la briqueterie et le marché Mokolo, perdaient le sommeil en saison de pluie. En cause, la défection de la conduite d'eau aux abords du pont. Ça crée l'embouteillage, les gens ils tombent à cause de ça. La voiture ne passe pas, les gens ils souffrent. Ce qui s'est passé à Douala, c'est effectivement ce qui s'est passé ici auparavant. En clair, il s'agit des travaux de déplacement du réseau d'eau, entrepris par la mairie de Yaoundé dans le cadre du projet PADI 2, confié au groupement GMCSA et qui impactait les quartiers Bastos, Tinga, Hippodrome, Etouameki, Mfandena, Essos, Batalonkak et Nkoleton. Soucieux du bien-être des populations, Camwater est venu en appui à cette sous-traitance. Ces travaux consistent à déplacer la conduite 600, la conduite de refoulement, parce qu'en réalité, elle constituait un obstacle sous le pont que vous voyez et créait des inondations en amont du cours d'eau à Biergué. Il est question de désengorger le cours d'eau et d'éviter des inondations en amont, d'où la nécessité de ces travaux. La descente sur le terrain du régional Camwater Yaoundé et une équipe de techniciens est saluée ici par les populations. Et déjà, si la Camwater est venue comme ça, là, nous sortir dans cette souffrance, je crois que ce n'est qu'à saluer et les encourager d'aller de l'avant parce qu'il faut dire que c'est un endroit où à chaque fois qu'il pleuvait, la circulation s'arrêtait complètement. C'est donc une équipe de Camwater bien outillée à même de cerner le problème qui est à pied d'œuvre. Le problème réel de la zone, c'est dû à un déboîtement. Après intervention, il y a eu un déboîtement, le joint a lâché, il s'est même coupé et la conduite s'est séparée de son coude. Mais au lieu exact, c'est un manchon. Cette solution que vient d'apporter la Camwater va redonner du sourire à une dizaine de quartiers de la ville aux 7 collines. Une délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'effectuer une visite d'inspection de 2 jours dans les services du contrôle supérieur de l'État. La mission évaluait le niveau de promotion des langues officielles du Cameroun au sein de cette administration. Constat et conclusion, Christelle Fouda. La campagne d'évaluation menée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a démarré ce lundi au contrôle supérieur de l'État, conformément aux instructions du secrétaire général de la dite commission qui a déployé 13 équipes sur le terrain. Mon regard sur l'évolution du bilinguisme ici est positif. Nous avons félicité le ministre qui dirige son staff pour faire des formations dans un centre pilote. Ici, l'utilisation quotidienne et simultanée du français et de l'anglais est une réalité. On a renforcé notre cellule de traduction. Les communiqués au centre de Consupi sont en français et en anglais. Nous continuons à implémenter. Ce n'est pas un fait d'un jour. Nous allons continuer progressivement. Et finalement, nous serons bilingues. La campagne qui va se poursuivre au sein de tous les départements ministériels s'achève le 28 août prochain. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et pour ne pas être négligent, petit geste barrière avant de poursuivre ce journal par des nouvelles de la lutte contre le coronavirus.
Le ministre de la Santé publique poursuit des concertations avec les parties prenantes à la riposte contre le coronavirus. Manaoda Malachi recherche les solutions adaptées à la prochaine phase de la pandémie. C'est le message du docteur Linda Esso ce mardi lors du point de presse quotidien. Rentrons tout de suite en liaison avec Évariste Eyenga qui se trouve au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir, vous êtes en direct du 20h30. Bonsoir Romuald, c'est bien cela. Le ministre de la Santé publique, dans la suite des concertations, a réuni aujourd'hui les membres du conseil scientifique. C'est une démarche proactive à l'effet de trouver des solutions, vous l'avez dit, des solutions adaptées à la 4e phase de l'épidémie. C'est ce qu'a dit le docteur Linda Esso, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Ce soir, on revient en fait sur la fréquentation des formations hospitalières où l'ambiance est encore timide. Le docteur Abba Aristide Stéphane est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Docteur, vous êtes chef de la section opération dans cette riposte. Nous sommes actuellement à une phase où les tests de dépistage se poursuivent dans les communautés. On s'attendait aussi à ce que les malades soient déférés en masse vers les formations hospitalières. Mais c'est plutôt l'inverse. Pourquoi? Eh bien, Évariste, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, les pouvoirs publics ont pris un ensemble de mesures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Eh bien, il faut se féliciter, ces mesures ont porté des fruits. On a constaté une baisse progressive du nombre de nouvelles hospitalisations, ce qui se traduit par un bon moins nombre de personnes qui seront hospitalisées. Et ce que l'on a également observé, c'est que la plupart des personnes, ils ont comme profil des personnes qui sont relativement beaucoup plus jeunes, mieux résistantes, mieux portantes et qui ont tendance à être asymptomatiques, donc qu'on n'en verra pas forcément en prise en charge dans un milieu hospitalier. Docteur, ce n'est peut-être pas le cas, mais on tend vers cela. Si l'on devait intégrer le nouveau coronavirus comme une maladie de tous les jours, est-ce que toutes les formations hospitalières pourraient effectuer la prise en charge? Merci bien, Évariste. Nous avons eu la faveur de recevoir du ministre de la Santé publique les orientations et les instructions du président de la République et du chef du gouvernement, des instructions TFM, de faire et de mettre tout en œuvre pour que tous les Camerounais aient accès aux soins. Donc, avec l'agenda de transformation du système de santé qui est en cours, avec l'humanisation des soins, et les chantiers de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, des trépieds de l'action du ministre de la Santé publique, nous pensons qu'à moyen terme, les Camerounais seront capables, et toutes les formations sanitaires seront capables de prendre en charge les personnes souffrant de la Covid-19. Mais à court terme, cette prise en charge continuera dans des centres de formation, des centres de prise en charge spécialisés. Tout à fait. Merci docteur. Comme à chaque fois, ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce soir. Merci de continuer de vaquer à vos occupations. Romuald, voilà l'essentiel des nouvelles ce soir en ce qui concerne l'évolution de la pandémie au Cameroun. À vous le plateau. Merci Évariste. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a un nouveau logotype. Le visuel a été présenté ce jour à Yaoundé au siège du FECOM. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Philippe Camille Akoa, le directeur général de l'organisme. Carmen Billet. Après des semaines de communication sur les réseaux sociaux, le FECOM dévoile son nouveau logotype. Le visuel véhicule des valeurs de l'organisme et en rajoute à l'identité moderne de la Banque des communes. Il est nécessaire de temps en temps de renaître et nous pensons qu'en même temps que ce soit une renaissance, et c'est vraiment le symbole de ce que nous sommes exactement, la modernité. Ce nouvel identifiant se distingue par 3 éléments dont l'immeuble siège, reconnaissable au premier regard. La conception, qui a duré 3 mois, met en valeur les couleurs expressives. Vous verrez principalement que le sigle FECO qui est présent sur le logo a un bleu Pantone qui est le bleu de l'ancien logo. Il y a un M stylisé dans un bleu plus clair et on quitte de ce bleu pour tomber sur un gris. Et à cela, il y a un vert qui a été ajouté pour martelliser l'engagement
du FECOM dans l'atteinte des ODD. Ce nouveau logotype adaptable rend compte des symboles historiques du FECOM, tout en ménageant le passé et le futur de l'entreprise fondée il y a 46 ans. À 20h55, partons pour Monatélé, chef-lieu du département de la Léquié. Dans cette zone rurale, les vacances ont un goût champêtre. Mais certains jeunes, vous le verrez, sont convertis au petit commerce et les plus chanceux effectuent même des stages en entreprise. Les vacances vues de la campagne, c'est dans ce reportage de Barbara Padjama, de retour de Monatélé. Personne à l'horizon. Ils sont tous en pâture, au champ, dans les chantiers ou dans la cour de la maison à côté. J'ai choisi de venir au chantier, travailler pour épargner un peu, afin d'aider ma mère pour ma scolarité. À Kongmessa, à Monatélé, dans la Léquié, des profils d'élèves vacanciers racontent leur classe à l'école de la responsabilité. Oui, et nous avons décidé de faire dans le marketing, la vente des produits de beauté. Nous sommes là, on part au champ chaque matin, chaque soir. Ces enfants se débrouillent à se faire de l'argent sur un tas de savoir-faire. La recette est partagée. Aujourd'hui, j'ai vendu pour 4 000 francs pour aller remettre à ma mère. Elle a déjà commencé à acheter les cahiers, les bics, même le sac de l'école. Cette jetée à l'eau est surveillée. Au lieu que l'enfant parte faire des bouquins au quartier, pourquoi il ne peut pas venir au chantier, peut-être voir ce qu'on fait déjà au chantier? C'est dans l'esprit qu'on les a considérés une portion de ce que nous faisons. Les plus petits patauchent dans la poussière avec des billes, jouent à une sorte de football tout-terrain, sans règles ni plan tactique. La maternelle, elle, surveille le feu qui fait danser les coups en bouillie de maïs frais. Au village, les vacances sont un vaste champ d'opportunités pour récolter le maximum de sous pour la rentrée. Ça, c'est pour le traitement des cheveux. Connaissez-vous Mbalmayo? Sans doute si vous passez par là ou si vous avez lu le roman Ville cruelle de Mongobeti. Dans les deux cas, en tout cas, vous n'y êtes pas tout à fait. Le chef-lieu du Nyong-Esso dans le centre est devenu une destination touristique qui vaut le détour. Jugez-en vous-même après avoir regardé ce reportage de Ruth Alice Ntientié. Mbalmayo, au XXIe siècle et tout, sauf la ville cruelle des années 60. C'est en 1910 que les Allemands découvrent, à 50 km du sud de Yaoundé, un rocher qui ressemblait à une gigantesque coulée de lave. Aussitôt baptisé Vimli, la ville ne portera le nom Mbalmayo qu'après la guerre de 14-18, nom qui tire sa genèse d'un notable appelé Mbala Meyo. Aujourd'hui, la ville de 90 000 m² pour 120 000 habitants a fait sa mue au fil des ans avec en son sein un véritable brassage de culture. C'est une ville carrefour où se retrouvent la plupart des tribus du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a les grands sites touristiques. Bien que le peuple béti de l'ethnie Beneu soit dominant, une seule chose s'impose à tous, le kanga. Quand les gens viennent ici, mangent du bon piment et ils ne sont pas dessus. Ville aux multiples facettes, située au bord du Nyon, Mbalmayo habite des structures touristiques de rêve. Je peux faire une princesse sur le sable à Mbalmayo. À Mbalmayo, c'est très bien. J'ai trouvé sur internet ce site et j'ai vraiment été surpris parce que c'est une petite pépite au milieu de jardins, un peu de forêt, et j'ai trouvé ça formidable. Une bourgade où il fait bon vivre. Et c'est sur ces images de Dolce Vita et d'invitation au voyage que s'achève ce journal. Telles sont les nouvelles ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30. Agréable suite des programmes sur votre chaîne, la CRTV, la télévision. C'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.